Voilà, bonjour, chers participants au module mesures intégratives. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Pierre Vianin, qui va nous faire une conférence sur l'évaluation diagnostique et le point nodal, et Valérie Lanchot, qui anime les analyses de professionnels, et moi-même nous poserons quelques questions durant cette présentation. Bienvenue Pierre ici à Fribourg. Merci de l'accueil. Alors donc je me présente en 2 mots, Pierre Vianin, je suis enseignant spécialisé en Valais. Je travaille avec des élèves en difficulté d'apprentissage maintenant depuis une vingtaine d'années, et j'ai eu l'occasion de travailler aussi avec des MSP, des éducateurs spécialisés et des enseignants spécialisés dans le cadre de l'ORIF. Donc je connais assez bien la population d'élèves dont vous vous occupez ici. Donc l'objet de la présentation, c'est le PPI. Donc c'est une démarche de résolution de problèmes, on peut dire ça comme ça, qui permet de l'évaluation diagnostique globale de la problématique du jeune, d'engager un processus d'aide. Donc c'est une démarche que j'utilise dans le cadre de mon travail depuis des années. Et puis je l'ai expérimenté aussi dans d'autres contextes. Donc j'ai pas mal travaillé dans des écoles spécialisées ou justement à l'ORIF. Et j'essaye de voir aussi comment cette démarche elle peut s'inscrire dans des contextes différents du mien. Alors l'objet de la présentation, c'est vraiment de vous montrer un petit peu l'ensemble de la démarche en 5 étapes principales. Je vais passer assez rapidement sur la première étape qui dépend beaucoup du contexte dans lequel on se trouve. Et puis je vais insister vraiment sur l'étape 2 et l'étape 3 qui sont les étapes justement de l'évaluation diagnostique globale et puis de la focalisation sur le point nodal. Donc on est avec le PPI dans une démarche d'appui à un jeune qui présente des difficultés. Souvent, la tendance, c'est de se précipiter un petit peu dans la phase de remédiation en pensant que c'est l'aide qui est prioritaire à apporter aux jeunes. Et on se dispense souvent de cette étape d'évaluation diagnostique qui est pourtant fondamentale. Je vais essayer de vous montrer d'abord assez rapidement pourquoi mettre en place une démarche PPI, pourquoi la démarche PPI, en fait, on pourrait dire, elle est consubstantielle de la démarche d'aide, d'accompagnement d'un jeune en difficulté. Et puis surtout, je vais prendre du temps pour expliquer les 5 étapes du comment, en insistant sur la phase d'évaluation et le point nodal. Alors pourquoi mettre en place une démarche PPI ? En fait, l'enseignement spécialisé, on peut dire, se définit par la prise en compte des besoins spécifiques du jeune. Une définition qui m'a beaucoup aidé dans mon travail, c'est cette définition de Philippe Cormier, alors qui ne parle pas du tout du PPI, qui parle de l'enseignement spécialisé et qui essaye de définir ce qu'est un enseignant spécialisé. Et pour lui, la relation d'aide, elle se définit par la prise en compte de la problématique à la fois globale et singulière. Ces 2 adjectifs, ils sont vraiment importants parce que si un jeune bloque dans les apprentissages, il s'agit de comprendre pourquoi il bloque dans les apprentissages. Et on ne peut pas répondre à cette question du pourquoi il bloque si on ne prend pas en compte de manière globale la problématique du jeune. Et puis singulière parce que le PPI, c'est une construction à partir des besoins spécifiques de ce jeune-là. Le PPI, ce n'est pas une démarche globale qu'on pourrait mettre en œuvre quelle que soit la problématique du jeune, mais elle dépend vraiment du jeune et de ses besoins propres. Donc d'une part, une approche globale qui prend en compte le jeune dans sa globalité, et puis une approche qui est quand même ciblée sur les besoins de Julien, qui ne sont pas les mêmes que les besoins de Sophie. La relation d'aide et la pédagogie spécialisée n'existent que sur la base de projets individuels. Vous voyez, Cormier, de nouveau, il ne parle pas de PPI, il définit le travail spécifique de l'enseignant spécialisé et il parle de projets individuels pédagogiques. Vous voyez qu'on retrouve le PPI, projet pédagogique individuel, dans la définition de Philippe Cormier. Ça veut bien dire que pour lui, on engage un projet avec le jeune qui est nécessairement individuel, puisqu'il est spécifique aux besoins du jeune, et puis c'est un projet qui est pédagogique, c'est-à-dire qui vise vraiment à aider le jeune à rentrer dans une dynamique d'apprentissage. Donc on n'est plus dans une approche de l'enseignement qui partirait du plan d'études, des moyens d'enseignement, des objectifs, mais on parle de manière, on pourrait dire un peu inductive, inférente, des besoins du jeune. Moi j'aime bien parler de pédagogie de la feuille blanche. On démarre avec le jeune avec une feuille blanche, et puis le projet va se construire à partir de l'identification des ressources du jeune, des difficultés du jeune, de ses besoins propres.
Et puis le point nodal, en fait, il va émerger de l'identification des ressources, des besoins et des difficultés du jeune. Donc on ne sait jamais ce qu'on va faire avec le jeune avant d'engager cette phase d'évaluation diagnostique globale. Si on a travaillé pendant plusieurs années, comme ça a été le cas pour moi, en classe régulière, le contrat de travail de l'enseignant de classe régulière, c'est le plan d'études. Donc je prends mon plan d'études, je peux préparer même les 9 mois de l'année scolaire suivante à partir du plan d'études. Donc je peux décliner le plan d'études sans connaître les élèves, puisque mon contrat de travail c'est le plan d'études. Et puis là, à partir du moment où je prends une posture d'enseignement spécialisé, je dois laisser de côté, en tout cas dans un premier temps, le plan d'études, les objectifs d'apprentissage, mais je dois partir du jeune et de ses besoins spécifiques. C'est pour ça que cette définition de Philippe Cormier, pour moi, elle a été vraiment une aide à la compréhension du changement de posture que je devais adopter quand je suis passé de l'enseignement régulier en classe avec mes élèves à un enseignement spécialisé qui m'engageait justement à partir des besoins spécifiques de l'élève. J'ai une question à poser, Pierre, parce qu'effectivement, il y a cette conciliation de deux casquettes différentes. Il y a d'un côté l'enseignant qui a son programme, qui vient aussi, qui intervient ici, à l'école professionnelle un jour par semaine, et de l'autre côté, il a cette centration sur le jeune. Alors, comment tu vois cette conciliation des deux casquettes? C'est une très bonne question, merci. C'est pour ça que le projet, le PPI, c'est un projet pédagogique. L'enjeu, il est toujours autour des apprentissages du jeune. Donc on garde toujours un peu en filigrane de l'intervention les objectifs du plan d'études et les objectifs qu'on doit poursuivre avec le jeune. Donc on est vraiment à l'école, on est dans une dynamique d'apprentissage. Le problème, c'est que ce jeune-là, il n'entre pas dans les apprentissages tels qu'on le propose de manière classique à l'école. Donc il va falloir amener ce que j'appelle aussi une pédagogie du détour, c'est-à-dire qu'on va devoir travailler sur souvent des problématiques globales autour de l'estime de soi, de la motivation du jeune, peut-être des stratégies d'apprentissage. Donc on va devoir faire un détour par une problématique globale, mais avec toujours l'objectif de le ramener dans les apprentissages scolaires. Donc effectivement, le but, on n'est pas des thérapeutes, on n'est pas en train de faire une approche globale, psychologique, éducative du jeune, mais on doit faire quand même ce détour par une approche globale, parce que sinon, on va tomber, et ça c'est le grand travers de l'enseignement spécialisé, c'est de tomber sur un rattrapage scolaire, où parce que le jeune a des difficultés en mathématiques, on va faire plus des mathématiques. Or, on se rend bien compte qu'en faisant plus des mathématiques, on ne va pas aider le jeune. Parce que justement, ce jeune présente une problématique globale. Donc il va falloir en même temps concilier des objectifs scolaires avec une approche du détour qui va aller chercher le jeune dans sa problématique globale à lui. Donc ta question elle est intéressante parce qu'effectivement, il va falloir articuler une approche globale avec un retour finalement dans les apprentissages scolaires, puisque c'est bien ça l'enjeu. Ce jeune, il doit apprendre des notions en mathématiques, en économie, en français, qui lui seront évidemment nécessaires pour réussir son apprentissage. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et j'ai envie de préciser que pour les enseignants qui enseignent en classe AFP, du temps est prévu pour ça à travers les mandats A et B. Ok. Donc, j'invite les enseignants aussi à prendre cette posture-là, de se centrer sur les besoins du jeune dans le cadre de ces mandats. Et ça demande, cette posture-là, elle demande une approche un peu méta de la problématique du jeune. Le risque, c'est de se précipiter dans une aide qui correspond au signalement. Si l'élève a été signalé pour des difficultés de mathématiques, la tendance, ce sera de répondre à ces besoins-là qui ont été identifiés, par exemple par le patron ou par l'enseignant du centre professionnel. Et c'est difficile de ne pas s'engager d'emblée dans une approche très scolaire de l'aide, mais de faire un peu ce pas de côté qui permet d'aborder la problématique du jeune de manière un peu plus globale. Le PPI, tel que je vais vous le présenter, c'est une approche qui peut paraître un petit peu technique, un petit peu froide. Et c'est pour ça que j'aime bien utiliser ce
ce schéma de bonjour et la paire, alors on retrouve le triangle pédagogique classique qu'on retrouve tout le temps dans les écrits autour de la pédagogie. On a un savoir, un médiateur, l'enseignant et un élève, le sujet. Alors ce triangle pédagogique, on le connaît bien. Et le PPI, on risque de l'inscrire seulement dans cette dynamique pédagogique. C'est pour ça que j'aime bien ce schéma-là, qui rajoute un deuxième triangle, qui chapeaute le triangle pédagogique par un triangle des valeurs, de l'éthique, de la déontologie professionnelle. Derrière cette approche qui paraît un peu technique du PPI, on a des valeurs, on a des finalités, on a une manière de voir le jeune. Et c'est important de le dire aussi d'emblée pour éviter d'entrer dans une approche qui soit un peu où on décline le PPI comme ça de manière un peu froide, un peu déconnectée. Alors les valeurs principales qui sont en filigrane du PPI, d'abord c'est l'inclusion. Si on souhaite aider le jeune dans son apprentissage, c'est bien parce qu'on a une vision inclusive du jeune. Alors l'inclusion dans l'école, bien sûr, mais l'inclusion aussi dans la société. Deuxième valeur fondamentale, c'est l'éducabilité de la personne. On ne peut pas rentrer dans un PPI et décliner ces 5 étapes si on n'est pas absolument convaincu que ce jeune, malgré ses difficultés importantes, est éducable. C'est-à-dire qu'on peut compter aussi sur les capacités qu'aura ce jeune à mobiliser ses ressources. Et le jeune, quelles que soient ses difficultés, il a un énorme potentiel de développement. Et donc, il faut engager le PPI aussi avec cette image de l'éducabilité. Et puis, on est dans une posture de pédagogie d'engendrement, c'est-à-dire une pédagogie qui vise à aider le jeune à se développer de manière positive. Je vais mettre en place un PPI pour le jeune, mais c'est le jeune qui doit être sujet de la démarche que je vais engager avec lui. Donc le PPI, ce n'est pas une démarche qu'on fait sur le jeune, mais c'est vraiment une démarche qu'on fait avec le jeune, et on va essayer de co-construire le PPI avec le jeune pour que très rapidement, il prenne sa place de sujet du PPI. Le partenaire numéro 1 du PPI, c'est le jeune. Donc cette pédagogie d'engendrement, elle vise ça, elle vise à engager le jeune comme acteur du projet, alors que souvent le jeune, il a été mis en difficulté et il a souvent tendance à être l'objet d'une intervention de l'adulte sur le jeune. Et là, vraiment, avec le PPI, on essaie vraiment de l'engager dans une posture de sujet apprenant ou de sujet réapprenant, puisqu'on va lui donner les moyens d'apprendre mieux. Et puis un dernier élément pour répondre à la question du pourquoi le PPI, les causes de l'échec scolaire sont multiples. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de réponse toute faite à la problématique du jeune, et on va devoir passer par cette phase d'évaluation diagnostique globale. Alors j'ai essayé de faire là une forme de typologie un peu de l'échec scolaire. Quelles sont les explications possibles de l'échec? On peut avoir une triple centration, une centration sur l'élève, et on a tendance, malheureusement j'ai envie de dire, de faire souvent une centration exclusivement sur l'élève. Donc s'il ne réussit pas, quelque part c'est qu'il est coupable. Il est coupable parce qu'il n'a pas la motivation nécessaire, il n'a pas la disponibilité psychique pour s'engager dans les apprentissages, il peut même souffrir d'une intelligence déficiente. Vous voyez combien c'est à l'opposé de ce que je viens de vous dire sur les enjeux autour des valeurs qui nous engagent dans le PPI. Une deuxième centration, c'est une centration sur le milieu familial en disant mais s'il ne réussit pas, c'est un peu la faute de sa famille. Sa famille qui n'a pas su l'accompagner, qui n'a pas su lui donner les outils, qui n'a pas su lui expliquer le sens des apprentissages qu'il devait faire à l'école. Et puis une troisième centration, alors on a beaucoup plus de peine, nous en tant qu'enseignants, à centrer sur l'école, mais l'échec, il est scolaire. Échec scolaire, ça veut bien dire que c'est un échec qui concerne l'école. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi s'interroger, quand on s'interroge sur les difficultés de l'élève, sur les difficultés qu'a l'école à accompagner ce jeune-là dans les apprentissages. Donc vous voyez déjà cette triple centration, elle nous permet de voir que les causes de l'échec scolaire sont multiples et que le jeune dont on va s'occuper, il se situe quelque part au milieu, dans une interaction entre ces trois centrations possibles. D'où la nécessité de faire une évaluation globale.
Il n'y a pas de réponse simple à la problématique du jeûne, mais ce schéma-là peut nous aider peut-être à analyser la problématique du jeûne avec cette triple centration qui nous aide déjà à faire un pas de côté et de nouveau à ne pas nous précipiter dans une aide qui serait uniquement autour du signalement, ou bien, j'y reviendrai tout à l'heure, uniquement autour du diagnostic. C'est un risque aussi, hein, c'est que une fois posé le diagnostic, on peut penser qu'on connaît la problématique du jeûne. Or, le diagnostic, c'est un des éléments, hein, dans le schéma que vous voyez là, qui serait une centration sur l'élève. Hein, l'élève qui présente un TDAH, une dyslexie, une dyscalculie, est-ce que finalement sa problématique, elle se résume au diagnostic? Certainement non. Donc on va essayer de prendre en compte le diagnostic, mais dans une approche globale de la problématique du jeûne. Alors voilà pour la réponse à cette première question, hein, pourquoi mettre en place un PPI? Quand tu parles d'effet maître, dans les causes de l'échec qui pourraient être attribuées à l'école, tu veux dire quoi? Alors là, on est vraiment sur une centration sur l'école. Dire, mais finalement, l'école en tant que telle, elle n'existe pas. N'existe qu'une relation dans l'ici et le maintenant entre un enseignant et un élève. Et est-ce qu'on ne devrait pas aussi questionner, hein, cette relation pédagogique qui s'installe dans la classe? Et moi, c'est un constat que je fais régulièrement avec mes propres élèves en difficulté, c'est qu'un élève est en difficulté dans une classe et l'année suivante, il n'est plus en difficulté. Donc, qu'est-ce qui se joue dans la relation pédagogique entre un enseignant et cet élève-là qui bloque? Et c'est quelquefois une explication de l'échec de l'élève. Hein. Si la relation pédagogique n'est pas bonne, si le contrat didactique n'est pas clair entre l'enseignant et l'élève pourrait se trouver en difficulté. Donc c'est aussi sortir de l'idée, hein, que l'élève est coupable ou que l'enseignant est coupable, mais que peut-être dans la relation pédagogique qui s'installe, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc quelquefois le point nodal c'est ça. Quelquefois, il va falloir questionner la relation pédagogique entre l'enseignant et le jeune pour comprendre pourquoi l'élève bloque dans les apprentissages. Mais c'est une des 8 explications que je propose dans ce schéma-là. Mais c'est bien de l'avoir aussi en tête parce qu'on pense souvent assez peu à cette question de la relation pédagogique qui s'installe entre l'enseignant et l'élève et qui pourrait être l'explication des difficultés que présente l'élève dans ses apprentissages. Alors bien sûr qu'il faudrait une conférence en soi, hein, pour essayer de prendre cette typologie et puis de voir ce qui se cache derrière chacune de ces explications, hein, de l'échec scolaire et comment chacune de ces explications peut être pertinente. Mais elle est pertinente seulement, hein, si j'ai analysé le jeune et ses besoins spécifiques justement. Alors je vais passer maintenant à la démarche PPI elle-même. Je vais dérouler les 5 étapes de la démarche PPI en m'attardant principalement sur l'étape 2, justement cette étape d'évaluation diagnostic global, et l'étape 3 qui va s'occuper notamment, hein, d'identifier le point nodal. Donc c'est une étape, ces 5 étapes répondent finalement à une démarche assez classique de résolution de problèmes. On a une demande d'aide qu'on va analyser dans l'étape 2 en faisant justement une évaluation de la problématique du jeune. À l'étape 3, on va rédiger un instrument, moi j'appelle ça l'instrument PPI, un document. Je vais vous montrer tout à l'heure un exemple d'un canevas de documents qu'on peut utiliser dans cette étape 3, qui va nous engager à l'étape 4 dans la phase de remédiation. Et puis on terminera le processus, le PPI, par une étape de bilan. Donc je vais reprendre maintenant chacune de ces étapes-là en développant un petit peu, principalement, hein, les étapes 2 et 3. Alors l'étape 1, c'est l'étape de la demande d'aide. Alors je vais passer très rapidement sur cette étape-là, parce qu'elle est très différente selon le contexte, selon l'école, selon les enseignants, selon l'âge aussi de l'élève. Il y a néanmoins, dans cette étape 1, qui est la demande d'aide, un enjeu assez fondamental autour de qui demande, pourquoi, par qui et pourquoi.
la manière dont se fait la demande va conditionner probablement la suite du processus d'aide. Alors évidemment, l'idéal, c'est que le jeune ait une demande en son nom propre d'aide. Mais c'est rarement le cas, en tout cas dans ma pratique professionnelle, c'est rarement le cas. C'est-à-dire que la demande vient souvent de l'institution, de l'enseignant ou du groupe d'enseignants qui demande une aide pour un élève. Alors, vous voyez, ce qui est problématique quand ça se fait comme ça, c'est que l'élève, il est considéré dans cette démarche-là comme un objet de signalement qui risque de l'engager ensuite dans un objet de l'intervention. Donc cette première étape, elle vise à clarifier la demande, qui fait la demande, pourquoi, comment, avec l'idée d'engager le plus rapidement possible l'élève comme étant un sujet qui est demandeur d'aide. Même si la demande vient de l'institution ou vient de l'enseignant, il y a un premier entretien à mener avec le jeune en lui demandant, mais lui, comment il se situe dans cette demande d'aide qui vient peut-être justement d'un tiers. Donc comment on fait passer l'élève qui est objet d'un signalement à la posture d'être sujet d'un projet? Alors c'est valable évidemment pour le jeune qui est en difficulté, mais c'est peut-être valable aussi pour les autres partenaires. Quand l'enseignant fait une demande, est-ce qu'il fait une demande pour lui ou pour le jeune? Si la demande d'aide vient des parents, quelle est la demande qui se cache derrière cette demande des parents? Est-ce que c'est vraiment une demande pour le jeune ou c'est une demande pour des parents qui pourraient être eux en difficulté? Si la demande, c'est la demande de l'enseignant qui est en difficulté, le PPI, il va probablement plus être focalisé sur la relation de l'enseignant avec le jeune que si la demande vient du jeune. Donc je ne veux pas passer trop de temps sur cette étape-là parce qu'elle dépend tellement de la manière dont ça se fait. J'ai mis là un téléphone et un formulaire parce que là aussi c'est très différent. Si la demande, elle se fait lors d'un entretien, ce n'est pas la même chose si elle se fait par le biais d'un formulaire. Vous voyez, le formulaire, il a tendance à objectiver la demande, donc à transformer l'élève en cas. C'est un cas qu'on va devoir traiter. Et moi, j'ai beaucoup de peine à rentrer dans une relation d'aide uniquement à partir d'un formulaire. Le formulaire, il va pouvoir m'aider à comprendre la problématique du jeune, mais il ne va pas m'aider à comprendre le type de PPI que je vais mettre en œuvre pour lui, parce que le formulaire, il me décrit une situation, il me décrit un cas, et il n'engage pas le jeune comme sujet du PPI, mais au contraire, il a tendance plutôt à l'engager comme étant l'objet d'un signalement. Donc vous voyez combien on pourrait discuter longuement autour des différents contextes dans lesquels se fait la demande d'aide. Moi, j'ai une question par rapport à ça. On retrouve cette étape 1 dans la demande des mesures de compensation des avantages, oui. Qui se passe en début de formation. Alors, comment trouver la balance entre, finalement, c'est aux jeunes de faire la demande, et dans certaines situations, il faut pouvoir l'accompagner à travers des formulaires qui ne sont pas toujours simples. Alors, comment on peut jouer sur ces deux tableaux? Alors, il me semble qu'on va pouvoir répondre à cette question-là à l'étape 2. C'est-à-dire que toutes les informations qui arrivent sur le jeune sont bonnes à prendre. Moi, quand je reçois un formulaire, évidemment que je tiens en compte du formulaire. Quand il y a une demande de compensation des désavantages, quand il y a un diagnostic qui est posé, quand il y a une évaluation qui a été faite, par exemple, par un psychologue, toutes ces informations-là vont alimenter ma réflexion autour de l'identification du point nodal. Mais vous voyez, le risque, ce serait de nouveau de passer de cette étape de demande d'aide trop rapidement à l'étape 4, qui est l'étape de la mise en place de la démarche remédiative. Donc je pense que toutes ces informations-là sont bonnes à prendre. Après, comment on les intègre dans une évaluation globale, avec le risque que toujours ces informations-là, elles ont tendance à enfermer le jeune dans une étiquette, avec un risque de stigmatisation. Je vous donne un exemple que j'ai vécu la semaine dernière. J'ai un élève qui est chez moi pour des difficultés
en mathématiques. Puis quand je lui demande dernièrement, mais est-ce que tu sais me dire pourquoi tu viens? Il me dit, mais parce que je suis dyscalculique. Alors, il va falloir que j'engage une discussion avec cet élève-là pour dire, mais quelles sont les représentations qu'il a de la dyscalculie? Est-ce que ce diagnostic de dyscalculie, que je ne conteste pas en tant que tel, hein, est-ce qu'il ne risque pas de réduire la problématique de mon élève à une maladie, quelque part? Hein, il est dyscalculique. Alors, et si les représentations de mon élève, c'est de dire, mais oui, mais de toute façon, je suis dyscalculique, on ne va pas pouvoir travailler avec moi, ou bien il va falloir qu'on mette en place des aménagements, parce qu'il va falloir qu'on m'aide dans ma dyscalculie. Vous voyez combien ça peut être difficile ensuite d'être vraiment dans une démarche qui soit dynamique, positive, tendue vers des solutions, et pas figée par des éléments d'information qu'on aurait pu obtenir, et qui sont peut-être un petit peu enfermantes hein, dans la problématique du jeûne. Si je passe à l'étape 2, donc cette étape, c'est une étape vraiment déterminante parce que de la qualité de cette étape 2 va dépendre la pertinence de l'hypothèse explicative que je vais poser à l'étape 3. Donc c'est une étape qui va vraiment m'engager à réunir un maximum d'informations sur le jeûne, sur ce qu'on sait du jeûne. C'est à ce moment-là qu'on va intégrer justement le diagnostic, éventuellement les rapports, les documents écrits, les évaluations qui ont été faites par ailleurs. Alors toute démarche d'aide commence par une étape d'évaluation. Donc là, je vous laisse lire hein, ce que dit Kierkegaard de l'importance de l'évaluation. Est-ce que tu comprends aussi un entretien ou des entretiens individuels avec le jeûne? Avec le jeûne à cette étape-là de l'évaluation du diagnostic oui, global? Absolument. Absolument. Pour moi, c'est une étape centrale dans mon travail d'enseignant spécialisé. C'est le moment où... Alors, il faut le faire en individuel. On n'a pas trop le choix. On ne peut pas le faire en allant observer le jeune dans sa classe, au centre professionnel ou dans son atelier. C'est vraiment un entretien en tête-à-tête avec le jeune. Comment lui comprend ce qui lui arrive? Comment lui comprend ses difficultés? Si on souhaite que le jeune devienne sujet du projet qu'on va engager, alors il faut absolument lui donner la parole. Et le fait de lui donner la parole, c'est déjà l'inscrire comme co-responsable du PPI. Alors évidemment, on lui donne la parole ici dans cette étape 2 parce qu'on a envie de savoir comment il comprend ses difficultés, quelles ressources aussi il s'attribue hein, dans ses apprentissages. Là, on est plus dans une démarche d'évaluation. On va chercher de l'information auprès du jeune. Mais au-delà de l'information qu'on va prendre auprès du jeune, on est déjà, vous voyez, dans une posture de sujet à sujet. Moi, je ne suis pas l'enseignant spécialisé qui sait. J'ai besoin de comprendre ce que toi, tu comprends de tes difficultés pour pouvoir ensuite t'accompagner dans cette étape de remédiation. Et c'est ce que dit Kierkegaard. Hein. Il dit, mais tout processus d'aide commence par essayer de comprendre ce que le jeune vit. Pour aider un être, je dois certainement comprendre plus que lui, mais d'abord comprendre ce qu'il comprend. Il me semble que ça répond à ta question. Hein. Comprendre ce qu'il comprend, c'est vraiment se mettre un peu dans les baskets du jeune. Mais toi, tu vis ça comment? Et souvent, le PPI, ce ne sera pas une démarche que j'engage sur les difficultés objectives du jeune, mais souvent, c'est plus sur les représentations que lui se fait de ses difficultés. Et souvent, on va devoir travailler plus sur les représentations que se fait le jeune que sur des difficultés objectives qu'il rencontrerait dans ses apprentissages. D'où l'importance hein, de lui donner la parole pour comprendre justement à partir de quelle représentation on part. Cette étape 2, c'est une étape un petit peu, j'aime bien utiliser la métaphore de Colombo, hein, c'est un peu une étape de inspecteur mène l'enquête. Cette métaphore, elle fonctionne assez bien parce que Colombo, quand il arrive sur le lieu du crime, il n'est pas d'abord dans la recherche du coupable, il est simplement dans la prise d'indices. Il arrive sur le lieu du crime et qu'est-ce qu'il fait?
il sort son petit carnet et il note. Il note que sur la table du salon traînent 3 verres. Il va à la cuisine, il constate qu'il y a une bouteille de champagne qui est ouverte. Mais ensuite, il s'éloigne du lieu même du crime, il va voir à l'étage, il va voir dans le garage. Bref, très rapidement, il va voir si, en s'éloignant du lieu du crime, il ne va pas trouver des indices qui vont lui permettre de comprendre ce qui s'est passé sur le lieu du crime. Et c'est une très bonne métaphore pour le travail qu'on fait dans cette étape 2. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un peu le nez sur ce qui fait l'objet du signalement, ce qui fait l'objet de la difficulté du jeune, en disant oui, mais ce jeune, il n'est pas motivé. Comme si, quand on avait dit ça, on avait trouvé le coupable, en disant mais il faudra motiver ce jeune alors pour les apprentissages. Mais si on s'éloigne un petit peu de cette explication première à la Colombo, et qu'on va chercher un peu des indices ailleurs, on va se rendre compte que peut-être son manque de motivation, il est dû aux attributions causales, au fait que lui, il s'attribue de toute façon une intelligence très médiocre, et puis que finalement, comment s'engager dans les apprentissages si on pense qu'on n'a pas l'intelligence qui permet de s'engager dans les apprentissages. Donc on voit ce travail à la Colombo, c'est aller voir un petit peu ailleurs pour réunir un maximum d'indices et pour essayer de comprendre la problématique globale du jeune sans se focaliser trop rapidement sur une hypothèse explicative. Et finalement, on se rend compte que dans les épisodes de Colombo, c'est assez tardivement qu'il va trouver qui est le coupable. Et il va trouver le coupable seulement s'il arrive à réunir toutes les pièces et à les emboîter, comme dans un puzzle en fait. Une fois qu'il arrive à mettre tous les indices dans une image globale de la scène du crime, il va trouver qui est le coupable. Et c'est exactement ce travail-là, l'identification du point nodal, c'est ça. Le point nodal, c'est le coupable. On est dans la scène de l'échec scolaire et on va essayer de trouver le coupable. Et le point nodal, c'est l'identification de l'hypothèse explicative, mais qu'on va pouvoir formuler seulement si on a quitté la scène du crime et qu'on s'est engagé dans une évaluation de différents champs qui pourraient être explicatifs des difficultés du jeune. Alors ce qui peut nous aider à faire ça, il y a plusieurs outils, mais j'aime bien celui-ci. Allons voir du côté des facteurs internes, mais allons voir aussi du côté des facteurs contextuels. Donc c'est ce type de schéma qui peut nous aider à aller voir à la cuisine, ou aller voir à l'étage, ou aller voir dans le garage, et à ne pas rester trop vite focalisé sur l'explication première des difficultés. Alors des schémas comme ça, on en trouve tout plein dans la littérature. Voilà un autre schéma que j'aime beaucoup, qui est un schéma de Gosselin, donc un Québécois qui se dit mais quelles sont les différentes composantes de l'apprentissage. Vous voyez, il ne part pas sur le PPI ou sur le point nodal, il dit mais qu'est-ce qui fait qu'on peut apprendre, ou qu'est-ce qui fait qu'on peut bloquer dans les apprentissages? Vous voyez qu'il y a des facteurs individuels, des facteurs familiaux, sociaux et des facteurs scolaires. On retrouve un petit peu la triple centration dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est aussi ce type de schéma qui peut nous aider à élargir le regard sur la problématique du jeune et à ne pas oublier d'aller investiguer certains champs. Si je prends l'exemple des facteurs individuels, l'état de santé, est-ce qu'on pense à aller regarder aussi de ce côté-là? J'ai une de mes étudiantes à la HEP en Valais qui a pu identifier le point nodal en allant investiguer cet aspect-là et en constatant que ce qu'on attribuait à des déficits de l'attention, c'était un problème auditif. Elle s'est rendue compte qu'en fait, effectivement, ça paraissait être une élève distraite, qui ne répondait pas à nos questions ou qui ne participait pas bien durant les cours. Et puis en fait, mon étudiante, elle dit, mais est-ce qu'elle n'aurait pas un problème d'audition? Et effectivement, bingo. Il se trouve, on ne sait pas comment, elle a pu échapper aux différentes évaluations qui ont été faites pourtant durant la carrière scolaire de cet élève, mais cet élève avait un problème auditif. Et vous voyez que donc on avait focalisé l'aide sur des troubles de l'attention, et finalement la problématique était tout à fait ailleurs. Et grâce à cette investigation à la Colombo, mon étudiante a pu mettre en évidence ce point nodal-là pour cet élève en particulier. Voilà un troisième exemple
voyez qu'on est de nouveau là dans une espèce de typologie des difficultés que peut rencontrer le jeune. Et ces typologies, elles peuvent nous aider justement à nous décentrer. On a une particularité dans les écoles professionnelles, c'est qu'on ne reçoit pas le dossier de l'élève provenant de l'école obligatoire. Il y a vraiment une séparation entre tout ce qui s'est fait avant, par exemple au niveau des thérapies ou des cours de soutien, avec ce qui se passe en école professionnelle. Donc, quelque part, c'est une chance parce qu'on peut voir l'apprenti maintenant sous un regard nouveau. Par contre, on a parfois la difficulté d'avoir les informations. Comment travailler avec un jeune où on soupçonne plein de choses, mais quelque part, on n'a pas ces éléments? Oui, c'est une question vraiment importante, cette question-là, parce que c'est aussi une question très, très, très pragmatique. Hein. Le temps que ça prend. On pourrait se dire, mais alors faire cette évaluation, alors vous avez prévu de vos dispositifs plusieurs semaines pour le faire, ça c'est vraiment génial. Hein. On peut dire, mais ça prend énormément de temps. Pas tant que ça, parce que d'une part, il y a pas mal d'informations qui sont disponibles. Alors peut-être que vous n'allez pas pouvoir effectivement trouver l'information et revenir dans une anamnèse très loin dans la scolarité de l'élève. Mais souvent, si vous questionnez les enseignants, si vous questionnez les parents, si vous questionnez l'élève, vous avez déjà pas mal d'informations. Moi, je suis toujours frappé, quand j'interroge mes collègues enseignants de classe régulière, tout ce qu'ils savent sur leurs élèves. Mais souvent, c'est à moi d'aller chercher l'information. Parce que quand je vais questionner l'enseignant, il aura tendance à me donner des informations seulement sur ce qui fait la difficulté de l'élève, sur ce qui fait l'objet du signalement. Mais quand je vais commencer à chercher un petit peu, dire oui, mais qu'est-ce que tu sais de la famille? Ou qu'est-ce que tu sais des loisirs de ton élève? Ou qu'est-ce que tu sais de son intégration dans le groupe classe? Souvent, les informations, elles sont là. Mais il faut que j'aille, moi, en tant qu'enseignant spécialisé, les chercher. Alors maintenant, je regrette évidemment beaucoup qu'on n'ait pas accès au rapport, au signalement. Et c'est dommage. Hein. Alors, si vous êtes en confiance avec les gens, quelquefois, ils vous livrent quand même les informations. Mais par exemple, souvent, moi, j'ai des élèves qui ont fait l'objet d'une évaluation par une psychologue scolaire. Alors maintenant que je connais bien mes collègues psychologues scolaires, souvent, elles me donnent les informations. Mais c'est vrai qu'il a fallu établir pour ça un climat de confiance. Hein. Autrement, souvent, on fait un peu de la rétention d'informations. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison. Mais c'est important de le dire, hein, que les informations sont là et que ça ne prend pas beaucoup de temps pour les réunir. Ce qui fait que ça ne prend aussi pas énormément de temps, c'est que quand vous voyez ce schéma-là, il y a quand même des domaines qu'on peut assez rapidement évacuer comme étant non pertinents pour identifier le point nodal. Je vous donne l'exemple d'une élève que j'ai eue l'année passée. J'ai rencontré cette élève, j'ai discuté avec elle et très rapidement, je me suis rendu compte que c'est une élève qui posait aucun problème de comportement, qui était parfaitement bien intégrée dans son groupe classe. J'ai pu parler avec les parents et j'ai vu que c'était des parents qui étaient très présents, qui l'accompagnaient dans sa scolarité. Donc vous voyez, il y a tout un champ là déjà que je peux laisser de côté en disant je n'ai pas besoin d'investiguer trop ce domaine-là. La relation se passait aussi bien avec son enseignant, etc. Donc très rapidement, j'ai pu faire une centration sur mon élève et notamment sur les aspects cognitifs. Et j'ai fait une évaluation à ce moment-là très pointue sur la manière dont elle engageait son travail. Elle était signalée pour des difficultés mathématiques et je me suis rendu compte qu'elle avait effectivement des difficultés au niveau du pilotage stratégique, de la résolution de problèmes mathématiques. Mais assez rapidement, j'ai pu focaliser mon évaluation sur ce domaine-là. Parce que très rapidement, en discutant avec les différents partenaires, je me suis rendu compte que tout ce qui était autour de l'environnement, du contexte, c'était pas ça, en tout cas, la difficulté qui se posait à mon élève. Mais tu fais quand même une sorte de balayage sur toutes ces choses pour ne pas louper d'indices. Oui, c'est ça, c'est ça. Je garde tout le temps les hypothèses ouvertes. Et c'est de nouveau, comme tu dis, à la Colombo. C'est-à-dire que Colombo, il évite de trop rapidement émettre une hypothèse sur qui pourrait être le coupable. Parce qu'il sait très bien que si on émet une hypothèse, on ne voit ensuite plus que les indices qui confirment l'hypothèse qu'on a. Donc c'est pour ça que ça reste tout le temps une hypothèse jusqu'au moment où j'aurai formulé sur mon instrument PPI une hypothèse explicative et un point nodal. Mais jusque-là, tu as raison de dire, hein, il faut rester très ouvert
et puis aller regarder dans les différents champs et rester toujours ouvert par rapport à des informations qu'on pourrait obtenir, hein, et puis qui questionneraient, hein, l'hypothèse que peut-être je suis en train d'émettre. Parce que c'est vrai que des fois, avec l'expérience, et puis on a tendance à se dire, ah bah non, mais c'est pas ça, et puis à peut-être moins investiguer aussi dans cette relation-là. Puis je trouve que c'est important d'avoir ce regard justement global, en se disant que de rien peut-être louper, en tout cas de savoir que ces trois domaines un petit peu quand même, l'apprenti, sa famille, tout ce qui est social, et puis l'école, le lieu d'apprentissage, peut être source de difficultés qui peuvent se compléter, ou il y en a une qui va être plus importante que l'autre, mais d'avoir, encore une fois, hein, cette évaluation globale bien à l'esprit. Oui, et ce que tu dis là, c'est vraiment important parce que c'est un effort intellectuel. La réalité est tellement plus simple quand on arrive à la réduire à une hypothèse un peu simpliste. Et la réalité est complexe. Et cette ouverture, lors de la phase d'évaluation à la complexité, elle n'est pas simple à gérer en tant que professionnel. On est dans l'incertitude très longtemps. Et il faut tolérer, hein, ce moment de flottement où on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec le jeune. Mais si on ne tolère pas ce moment de flottement, on risque trop rapidement, hein, de focaliser sur le point nodal. Alors c'est là qu'intervient la question du diagnostic dont je parlais rapidement avant. C'est s'il y a un diagnostic de TSA, d'hyperactivité, même de haut potentiel, etc., comment j'intègre le diagnostic à cette évaluation globale? Vous voyez, le risque de nouveau, c'est on a le diagnostic, donc on a la solution. Et moi, je vois quelquefois des écoles qui travaillent la question de l'échec scolaire autour des troubles. C'est-à-dire, on va se constituer des dossiers. Alors, on aura un dossier TSA, on aura un dossier dyslexie, on aura un dossier dyspraxie. Et puis, on se dit, mais une fois qu'on a le dossier, et puis qu'on a le diagnostic, on sait ce qu'on va devoir faire avec le jeune. Et ça, c'est vraiment très piégeant. Alors, de nouveau, c'est sécurisant, hein, parce qu'on réduit la problématique à un trouble. Donc, une fois qu'on a le trouble, on a la solution. Alors, comment on va intégrer, au contraire, hein, comment on va intégrer le diagnostic à la compréhension, mais à la compréhension globale. Donc, j'ai essayé de faire là un petit tableau, alors que je vous laisserai lire à tête reposée, hein. Bien sûr que c'est une aide, hein, ça peut être une aide, le diagnostic, mais il y a un risque, hein, justement, de réduction de la complexité, de stigmatisation, de médicalisation, hein, de la problématique du jeune. C'est un point important parce qu'actuellement, il y a quand même un peu un effet de mode, hein, à l'école d'attribuer des diagnostics. Comme si de nouveau le diagnostic permettait de clarifier la problématique. L'étape 3, ce sera l'étape que moi j'appelle l'étape de focalisation. C'est-à-dire comment, à partir des informations réunies à l'étape 2, de nouveau un peu à la Colombo, je peux émettre une hypothèse sur la problématique du jeune. Et pour moi, le point nodal, il se situe là, hein. Le point nodal, c'est quel est le meilleur levier d'intervention qui prend en compte l'ensemble des éléments que j'ai pu recueillir lors de la phase 2. Donc cette étape de focalisation, il faut vraiment la voir un petit peu comme un entonnoir, hein. On a une évaluation diagnostique globale, on va focaliser sur un point nodal, sur une hypothèse explicative qui va se traduire en un objectif général, puis en des objectifs spécifiques, hein, qui vont engager l'intervention. Donc vous voyez, l'étape 2, c'est une étape très large comme ça. Et maintenant, il va falloir cibler sur une intervention spécifique à partir de ça. Trouver le coupable. Je vais vous donner un exemple très concret d'un élève que j'ai suivi dans le cadre de mon travail d'appui, que je vais appeler Daniel. Comment j'ai effectué la recherche du point nodal à partir de la situation de Daniel? Alors à la fin de l'étape 2, j'arrive à peu près à ceci.
C'est-à-dire que j'ai des éléments d'information qui sont un peu éclatés. D'où l'idée de vous présenter sur la dia ces éléments-là un petit peu non organisés. Je les ai posés un petit peu comme ça sur la dia, en disant oui, alors je constate que Daniel, il a des ressources, il est vif, il est rapide, il demande de l'aide, etc. Mais je vois par ailleurs qu'il a tendance à être impulsif, il se décourage vite, ses résultats sont faibles. Et Daniel, il est signalé chez moi en appui pour des difficultés de lecture et de compréhension en lecture. Alors vous voyez, les difficultés de lecture, elles apparaissent, le diagnostic, enfin le signalement, il apparaît, mais c'est un élément parmi d'autres. Donc le travail de focalisation, c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je vais, à partir de ça, focaliser sur ce que j'appelle moi le point nodal? Autrement dit, comment passer de ça à ça? Vous voyez, la focalisation sur le point nodal, c'est l'identification d'un élément parmi tout cela qui va constituer la priorité d'intervention. Et vous voyez que l'impulsivité qui est sur cette dia-là, un des éléments que j'ai pu identifier lors de la phase d'évaluation diagnostique globale, devient dans cette étape de focalisation le point nodal. C'est-à-dire qu'en discutant avec les enseignants, on émet l'hypothèse que l'impulsivité, c'est l'élément explicatif des autres. Alors oui, il est vif et rapide. C'est une ressource dans certaines situations, mais c'est en lien avec l'impulsivité. Et le fait d'être vif et rapide, quelquefois, ça met l'élève en difficulté. Alors oui, il demande de l'aide, c'est une ressource, mais il demande de l'aide très vite, trop vite souvent. C'est-à-dire qu'il ne fait pas lui-même l'effort de lire la consigne ou de s'engager dans la tâche, mais très rapidement, il a le doigt levé. L'enseignant me disait, mais j'ai à peine fini de donner la consigne qu'il a déjà le doigt levé. Parce que son impulsivité fait qu'il a tendance à être très rapidement dans l'action et à ne pas y différer le moment d'entrer dans l'action parce qu'il y a un moment où il faut d'abord que je comprenne la consigne. Donc vous voyez, c'est comme si ce point nodal, c'était l'élément explicatif des autres éléments que j'ai observés à l'étape 2. Et finalement, c'est ce que fait Colombo aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a trouvé le coupable, il voit que tous ces éléments qu'il a pu recueillir lors de la phase d'enquête prennent sens grâce à l'identification du point nodal. Et souvent dans les épisodes de Colombo, c'est assez drôle parce qu'il dit « Ah, il y a juste encore un petit détail ». Mais c'est ce juste encore un petit détail qu'il essaye de faire rentrer dans l'explication de la scène du crime et dans l'identification du coupable. Il faudrait que toutes ces pièces du puzzle entrent dans la scène globale du crime. Et le point nodal permet ça. Le point nodal, c'est mais si j'explique les difficultés de Daniel par l'impulsivité, par la difficulté d'inhibition du comportement, alors tout d'un coup, ma scène du crime, elle devient claire. Et souvent, quand on identifie le point nodal, on se rend compte que c'est un recadrage qu'on est en train de faire. Je ne vois plus la problématique du jeune de la même manière. Parce que cet éclairage par le point nodal me donne une autre lecture d'une réalité qui en soi n'a pas changé. Mais c'est l'éclairage que je vais apporter sur cette réalité-là qui est différent. Ce qui me paraît intéressant, c'est quand on fait ce travail autour des hypothèses et du point nodal et qu'on intègre l'apprenti dans ce qu'on observe, souvent il dit « Ah oui, mais je comprends mieux mes difficultés précédentes ». Et par exemple, dans le cadre, dans les situations d'apprenti avec TDAH, où il n'y a pas eu nécessairement de diagnostic, là, il y a comme un soulagement de dire « Ah oui, là effectivement, je comprends mieux la situation ». Oui. Et comme on est avec des jeunes adultes qui sont dans le choix d'un métier, c'est, je pense, une source là de motivation pour après repartir dans quelque chose de nouveau. Exactement. C'est ce recadrage qui permet de voir une réalité qui en soi n'a pas changé différemment. Et ça, c'est très porteur de changement. Ce recadrage, il est porteur de changement parce que c'est exactement ce que tu dis là. D'accord, c'est un peu de nouveau pour reprendre la métaphore de l'enquête. Bon sang, mais c'est bien sûr. Tout d'un coup, alors c'est pour ça que, et je pense là à une situation pour Daniel, les parents qui me disent « Ah, mais alors c'est pour ça qu'à la maison, quand il met la table, il casse souvent une assiette. » Donc même des éléments qui sont hors contexte scolaire prennent sens par ce recadrage
qui est en fait une nouvelle ponctuation de la réalité, une nouvelle manière de voir la réalité. Et ça, c'est très porteur de changement. On est dans une approche solutionniste, c'est-à-dire dès qu'on a recadré, on envisage assez rapidement des solutions. Ah, mais alors si c'est ça, alors voilà ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est là qu'on va traduire cette hypothèse explicative en objectif d'intervention. Pour prendre une deuxième métaphore, j'aime bien la métaphore du levier. C'est comme si le point nodal, c'était un point d'appui d'Archimède. Pour déplacer une masse, il va falloir appuyer le levier sur un bon point d'appui. Et le point nodal, c'est ça. Le bon point d'appui, c'est pour Daniel l'impulsivité ou sa capacité dorénavant, on va l'aider à inhiber son comportement. S'il travaille là-dessus, alors il y a pas mal de choses qui vont changer parce que j'ai de bons points d'appui. Alors c'est d'une part valable pour le jeune, mais c'est valable aussi pour les autres intervenants. Et la collaboration avec par exemple les parents, le patron, ou bien s'il y a un psychologue scolaire qui intervient dans cette situation-là, c'est qu'on va tous s'appuyer là-dessus. À partir du moment où il y a adhésion des différents partenaires sur le point nodal, on va tous appuyer là-dessus. C'est ce qui va décupler la pertinence de l'intervention, parce que d'une part, on a un bon point d'appui, et d'autre part, on va tous appuyer là-dessus. Donc à un moment donné, il faudra soumettre l'hypothèse explicative, le point nodal, aux différents partenaires. Et il faudra qu'à un moment donné, les différents partenaires disent « Ah mais ok, je vois bien maintenant ce que je peux faire dans mon contexte, parce que j'adhère à cette hypothèse explicative. » Alors pour Daniel, voilà comment on traduit cette hypothèse générale. Daniel a des ressources, ok, mais c'est son impulsivité qui l'empêche de mobiliser correctement ses compétences. Et comment je vais travailler sur cette intolérance à la frustration, parce qu'il y a quelque chose de ça derrière l'impulsivité de Daniel, très concrètement avec lui. Donc ça se traduit en un objectif général. Donc vous voyez ici l'idée de l'entonnoir, on va cibler, on dit ok c'est très général l'impulsivité, mais comment je vais traduire ça en un objectif général, puis un objectif spécifique. Et j'ai travaillé avec Daniel sur ce qu'il devait faire avant de s'engager dans la tâche. Ce qu'on appelle cette phase d'input ou de prise d'information. Avant de prendre le crayon pour faire ton exercice de maths, ou avant de t'engager dans ta tâche, et ça peut être valable pour un jeune dans son apprentissage à l'atelier, comment avant de travailler, par exemple en menuiserie le bois, comment je dois prendre de l'information avant de prendre l'outil. Donc j'ai beaucoup travaillé avec lui sur comment explorer globalement la tâche, anticiper le résultat attendu avant d'entrer dans la tâche. Vous voyez là ça commence à devenir opérationnel. Mais l'effort à faire c'est vraiment à traduire ça en termes de comportement observable. Et là, il ne faut pas hésiter à avoir des objectifs qui sont très, très concrets. Pour Daniel, c'est dorénavant, tu ne commences pas par prendre le crayon. Dorénavant, tu commences par observer globalement la tâche. Ça pourrait être pour l'apprenti, dorénavant, tu ne prends pas l'outil. Dorénavant, tu commences par analyser globalement la tâche. Donc vous voyez, ça va vraiment se traduire par des choses tout à fait concrètes qu'on va pouvoir expliciter aux jeunes. Et c'est là que le jeune va pouvoir être sujet du projet. C'est parce qu'on a fait cette traduction entre un objectif très général autour de l'impulsivité qui peut être un peu flou pour l'élève, mais on l'a traduit en comportement observable qu'il va devoir mettre en œuvre. Et là, il va pouvoir entrer comme sujet dans le projet, il va pouvoir s'autoréguler parce que les objectifs sont traduits en termes opérationnels. Et ces stratégies, ce que je trouve en tout cas personnellement, c'est des stratégies pour pouvoir remédier, disons, à sa difficulté. C'est toi qui les amènes, c'est toi qui les verbalises, ou tu les fais verbaliser par le jeune? C'est aussi une excellente question parce que il y a une étape charnière entre le moment où moi, à la Colombo, je mène l'enquête, un petit peu en solitaire quand même, là, et puis le moment où je vais engager l'étape 4, la phase de remédiation. Il y a un moment donné où moi j'amène, en tant qu'enseignant spécialisé, une hypothèse explicative, mais là il va falloir ensuite d'avoir l'adhésion des différents partenaires. Donc il va falloir que le jeune se saisisse
aussi de cet objectif-là, mais peut-être pas seulement le jeune, hein. Peut-être aussi le patron, peut-être aussi les parents, enfin toutes les personnes qui gravitent autour de la problématique du jeune. Alors je vais avancer un petit peu, peut-être je vais passer un peu rapidement là sur quelques dias pour aller rapidement vers la conclusion. Donc je vous ai dit le point nodal, hein, c'est un recadrage. Je pense que c'est important de focaliser sur un point nodal pour éviter qu'on ait plusieurs leviers d'intervention qui pourraient perdre le jeune en fait dans le projet. Et puis l'importance, alors ça c'est une technique, un behavioriste, comment on formule un objectif en termes opérationnels. Comme support de réflexion à cette étape 3, on peut avoir un outil de ce type-là, mais on peut avoir une grille qui est totalement différente de ça, hein. La page 1 de l'instrument PPI, c'est la page qui permet de poser les éléments que j'ai recueillis à l'étape 2. Et puis la deuxième page du PPI, c'est la page qui me permet de faire cette focalisation du point nodal sur une hypothèse explicative que je vais traduire ensuite en objectifs d'intervention qui seront spécifiques et qui vont se décliner différemment dans les contextes de travail. L'étape 4, il n'y a finalement pas grand-chose à en dire puisque la mise en place du dispositif de remédiation va dépendre de l'étape 3. Donc tout est possible. On va pouvoir travailler en priorité avec le jeune, mais peut-être avec le patron, peut-être avec les parents. Les modalités, elles peuvent être aussi multiples. Donc vous voyez que c'est difficile de parler de cette étape 3 sans parler du jeune et de ses besoins spécifiques, puisque les moyens à mettre en œuvre dépendent vraiment de ce qu'on a mis en place à l'étape 3. Il y a néanmoins toujours une séance PPI dont j'ai déjà parlé, c'est la séance où on se met tous autour de la table et qu'on discute de l'hypothèse explicative. Et puis suite à cette séance-là, moi, il y a toujours une séance que j'ai seule avec le jeune en disant « mais oui, et toi ?» Alors on a discuté avec tes parents, on a discuté avec ton patron, avec l'enseignant, et maintenant toi, comment tu te situes là ? La collaboration, qui collabore dans le PPI, ça va dépendre évidemment aussi de l'identification du point nodal. Donc on peut avoir des PPI où on a l'élève seul, mais on a quelquefois aussi des PPI qui concernent d'abord les partenaires. Si effectivement c'est dans la relation entre le patron et le jeune que se posent les difficultés, peut-être qu'il va falloir travailler d'abord avec le patron sur sa posture et sur comment il accompagne le jeune qui est en difficulté dans son entreprise. Et puis durant toute cette étape 4, on reste ouvert à des hypothèses alternatives. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans une démarche d'évaluation formative. Ok, je suis dans l'étape de remédiation, mais cette étape, elle m'engage aussi à prendre de l'information sur comment se déroule le PPI. Et peut-être qu'il y a des informations qui arrivent dans cette étape 4 qui vont remettre peut-être en question l'hypothèse explicative. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, je dois être prêt aussi à remonter dans le PPI et puis à retourner peut-être à l'étape 2 parce que je n'avais pas, au moment de la rédaction du PPI, des éléments d'information qui maintenant me remettent en question dans mon hypothèse. Et puis pour terminer, il y a toujours un moment donné où on a un bilan. Alors ça peut être après quelques semaines, après quelques mois, où on s'arrête et ce bilan, il se fait autour de l'instrument PPI. C'est-à-dire que le bilan, il ne se fait pas en disant mais ça va mieux, ça va moins bien. Non, non, on avait identifié que pour Daniel, c'était un travail sur l'impulsivité, sur l'inhibition du comportement. Est-ce que notre hypothèse explicative reste toujours valable ou non? Ou est-ce que je dois la remettre en question? Alors il y a 3 cas de figure, hein. Soit, ok, les objectifs sont atteints, on peut dire qu'on peut retirer l'aide, hein, et l'élève peut maintenant avancer dans ses apprentissages en autonomie. Quelquefois, les objectifs sont partiellement atteints. Oui, l'hypothèse explicative est bonne, mais on va devoir travailler encore pendant quelques semaines ou quelques mois, hein, pour consolider les compétences du jeune. Ou bien, alors c'est évidemment le cas de figure le moins intéressant, c'est il faut qu'on remette en question l'hypothèse explicative, parce que ce n'est pas ça. On avait pensé que le point nodal était autour de l'impulsivité et l'inhibition, et on se rend compte que la situation ne s'est pas débloquée avec cette hypothèse explicative-là. Moi j'ai une question.
par rapport aux classes où il y a un changement d'enseignant d'une année à l'autre. Parce que ça me paraît être un défi important où finalement les enseignants voient une journée leurs élèves et puis l'année d'après ça va être un autre enseignant qui aura peut-être d'autres hypothèses. Alors comment avoir un échange et peut-être se transférer les bonnes informations? Oui, cette question-là, elle est aussi essentielle. On risque dans cette approche-là d'avoir une espèce de dilution des responsabilités ou un manque de suivi sur le moyen ou le long terme. Donc je pense que c'est essentiel, mais ça doit se discuter dans les écoles, d'avoir un référent. Donc une personne qui est référente du jeune et qui est justement garante du fil rouge. Et qui permet, quand on change d'année scolaire, quand on change d'enseignant, de garder le fil rouge de l'intervention. On ne va pas recommencer à zéro chaque année. Si effectivement le projet n'est pas complètement abouti, mais que l'hypothèse explicative reste la bonne, il faut absolument qu'on puisse transmettre l'information aux nouveaux enseignants qui vont devoir accompagner ce jeune. Mais ça, c'est une question institutionnelle, on pourrait dire. Est-ce que dans les différentes écoles, dans les différentes institutions, on a le souci de désigner un référent ? Et je ne peux pas vraiment répondre à cette question-là, puisque ça dépend des institutions. Mais l'importance d'avoir un référent, ça me paraît déterminant pour ne pas perdre le fil rouge. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui ait le souci de réunir les partenaires au moment où c'est pertinent de le faire, ou bien qui ait le souci d'accompagner le jeune, et aussi de l'accompagner vers l'autonomie. À un moment donné, on va retirer le PPI parce qu'il n'est plus nécessaire. Mais comment on accompagne le jeune aussi dans l'autonomie ? À partir du moment où cet accompagnement est retiré. Voilà, je crois qu'on arrive à peu près au bout de l'heure qui était dévolue. Alors on peut peut-être ouvrir encore un petit temps de questions. Si jamais je vous ai mis là des références bibliographiques, l'ouvrage de Marc Loret, qui est vraiment un ouvrage qui concerne l'échec scolaire de manière très globale, où vous allez retrouver là les différentes typologie que je vous ai rapidement présenté. Puis moi-même, j'ai écrit un ouvrage sur le PPI et j'essaye maintenant de tester en fait ce dispositif dans différents contextes pour voir s'il est pertinent dans des contextes qui peuvent être très différents ou avec des contextes, mais aussi des modalités de fonctionnement ou bien l'âge de l'élève qui peut être très différent. Est-ce que c'est toujours pertinent de travailler de cette manière-là ? Alors, je ne sais pas si vous avez des questions encore ou des remarques sur le déroulement de ces 5 étapes. Moi, j'ai une question qui concerne les classes CFC, qui sont parfois avec des effectifs nombreux. On a prévu dans le concept des mesures intégratives que lors des 12 premières semaines, on fasse une identification précoce des élèves qui auraient des difficultés. Comment fonctionner avec une certaine modestie quand on a autant d'élèves? Comment identifier quelque part ceux qui auraient besoin de cours de soutien? Alors il y a Philippe Mérieux qui fait une distinction qui me paraît très intéressante entre les élèves en difficulté et les élèves en échec. Alors sur le papier c'est plus facile que dans la réalité, mais l'idée est quand même assez intéressante. Philippe Mérieux dit, vous avez des élèves en difficulté pour qui il suffit de faire du plus de la même chose. C'est-à-dire qu'on va leur redonner une explication, on va leur donner un exercice supplémentaire, on va leur donner peut-être un travail différencié à faire à la maison. Et il y a toute une série d'élèves pour qui c'est suffisant de le faire. Alors, les travaux, les études qui ont été faites dans le domaine disent que sur 20% d'élèves en difficulté, il y a à peu près 15% des élèves pour qui il suffit d'apporter un peu plus d'aide, donc d'aller dans ce qu'on pourrait dire du rattrapage scolaire. Là, aujourd'hui, on est en train de parler des 5% qui restent. 5% qui restent, ça veut dire 1 à 2 élèves par classe. Et c'est pour ces élèves-là, pour qui on a essayé justement de mettre en place des mesures du type plus la même chose, et on voit que ça ne fonctionne pas. Et pour ces élèves-là, je pense vraiment qu'il faut engager une réflexion de type PPI, parce qu'on se rend bien compte qu'on est dans une impasse. On se rend bien compte que l'explication supplémentaire ou l'exercice supplémentaire ou de leur donner un peu plus de temps, ça ne suffit plus. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire
qu'à faire sur le terrain. Mais quand même, quand on parle avec l'élève, quand on parle avec les enseignants, quand on voit un petit peu le parcours aussi scolaire de l'élève, on peut assez facilement quand même savoir si il s'agit là de se poser, de réfléchir, de prendre un peu de distance pour voir si effectivement l'élève n'a pas besoin d'autre chose, hein, et qu'une approche de type rattrapage scolaire n'est plus suffisante. Merci beaucoup Pierre Vianin pour cette intervention. Volontiers. Et puis plaisir de se voir une prochaine occasion. Merci.